Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique, crise environnementale. Le monde change et traverse de multiples crises en cette période de mouvement. La diplomatie des États s'adapte ou doit s'adapter. Parmi les nouveaux défis qui s'est imposé ces derniers mois avec la pandémie, celui de la santé. La santé, maillon essentiel d'une vie la plus douce possible, mais aussi maillon essentiel aux économies des États. Alors, où en est la diplomatie sanitaire au Maroc ? Les projets se sont multipliés ces derniers mois. De quoi s'agit-il quand on parle diplomatie sanitaire et quel apport, quel impact ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 9 septembre 2022, je vous propose de parler santé avec une invitée, professeure Raja Arzadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgienne, membre de la commission sur le nouveau modèle de développement. La diplomatie sanitaire, c'est un des concepts que vous avez défendu mordicus lors des discussions sur ce nouveau modèle qui, on le rappelle, a été présenté il y a un peu plus d'un an, en juin-juillet 2021 au Roi. Raja Arzadi, d'abord, concrètement, c'est quoi la diplomatie sanitaire ? La diplomatie sanitaire, c'est un concept qui n'est pas si récent que ça. Il existe depuis le monde de la peste. Mais avec le Covid, il s'est renforcé. Il s'est renforcé et il s'est imposé. Parce qu'on s'est rendu compte de deux choses. D'abord, on a vu comment ça s'est passé, ce virus qui a été fulgurant, très rapide dans le monde entier. Et donc, il y a eu une espèce d'égoïsme de chacun, sauf qui peut. Deuxièmement, il y a des enjeux de médicaments, de vaccins, on l'a vu, pour les masques au début. Et donc, tous ces enjeux ont fait que chacun devait défendre ses intérêts, les intérêts de sa population, par une diplomatie sanitaire. Et on s'est rendu compte que tout découle de la santé, l'économie, le bonheur. Tout à fait. Alors, la santé, c'est un bien essentiel. C'est la pierre angulaire de tout. C'est elle qui, on l'a vu, elle a impacté et l'économie, et le social, et même la politique. Donc, à partir de là, c'est un bien essentiel, mais tellement fragile. On s'est rendu compte que c'est tellement fragile. Jusque-là, ça a été le parent pauvre des politiques. C'est le secteur un peu qu'on veut ignorer, on ne veut pas le voir comme rentable, mais là, le monde a été percuté en même temps. Donc il y a une prise de conscience chez tout le monde. Alors une prise de conscience à deux niveaux. D'abord en national, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut être souverain en matière de santé, et d'où cette effervescence aujourd'hui pour les refontes de systèmes de santé un peu partout. Et là, Sa Majesté, on peut en reparler, a donné le départ de beaucoup de projets à ce niveau. Et puis on se rend compte que la santé est tellement fragile et dépend de tellement d'éléments. Le changement climatique, les guerres, les conflits, l'égalité des genres, la pauvreté, tout ça fait, et surtout le changement climatique, fait que la santé est impactée. Et donc, il va falloir que le monde ait une santé globale, une politique de santé globale, que les gens s'assoient autour d'une table et se mettent d'accord pour la santé de leur population. Qui chapeaute la diplomatie sanitaire ? C'est le ministère de la Santé ? Vous savez, du temps de la peste, on s'est dit, il faut que l'économie marche. Donc, on a fait les premières réunions de santé. Puis après, grosso modo, je saute les étapes. Il y a eu le monde à deux blocs où chacun pouvait se positionner avec la santé. Puis, il y a eu le virage important des années 80 où ce sida a éclaté dans le monde. Et il fallait absolument protéger les intérêts économiques, politiques et militaires. Et ça a poussé les États-Unis à mettre en place l'ONU-SIDA pour pouvoir protéger ces militaires. C'est de là que c'est venu, cette ONU-SIDA. Et donc, ça a démarré avec des aides internationales. Il y a eu une flambée d'aides internationales pour que, justement, ce sida reste dans son coin, si je peux dire. Puis après, il y a eu des petites crises, on va dire l'Ebola, des choses comme ça, jusqu'à cette Covid. Et donc là, il y a une course au leadership de la santé. Il y a une course, on le voit. Il y a eu des laboratoires champions des vaccins. Ces laboratoires ont été quelque part mangés par d'autres. Et on voit que c'est des enjeux diplomatiques, des enjeux économiques. Et c'est une course effrénée au leadership de la santé. Et d'ailleurs, cette santé devient une espèce de concurrence mondiale
pour le médicament, pour le vaccin, pour le personnel de santé. On voit qu'il y a énormément d'exodes de professionnels de santé. Il va falloir, ça rentre dans le cadre de la diplomatie de la santé, il va falloir défendre son territoire, sa population. Il va falloir garder, faire de l'attractivité pour ces personnels pour qu'ils restent dans son pays. Qui sont les champions du coup aujourd'hui de la diplomatie sanitaire? S'il y avait peut-être 3 ou 4 champions modèles, ce sont des États, ce sont des laboratoires? Un champion, par définition, c'est celui qui a le savoir. Quand on a le savoir, on a le pouvoir. Les grands leaders de la santé qui sont en pleine concurrence, et on le voit avec cette crise, c'est ceux qui sont arrivés à fabriquer ce fameux vaccin. Et aujourd'hui, évidemment, que ce marché est partagé entre les États-Unis, la Chine, qui s'est avérée de manière douce, c'est arrivé sur le devant de la scène mondiale, avec tout son savoir, et évidemment la Russie, qui est la tripartie de ces enjeux géopolitiques du vaccin et du médicament. Mais il y a d'autres champions qui sont en train de naître. Il y a cette prise de conscience mondiale qui s'est faite partout, dans tous les pays, même les moins développés, pour se dire non, on ne peut plus être dépendant complètement des autres. Et il y a toute une ébullition aujourd'hui. Il y a l'Inde qui fabrique son vaccin. Il y a le Brésil qui est en train de fabriquer son vaccin. Le Cuba qui a toujours été le champion de la diplomatie de la santé. Et là, on est très fiers d'avoir vu justement dans cette diplomatie de la santé au Maroc énormément de gestes, de jalons qui ont été posés par Sa Majesté le Roi. Il y a eu d'abord cette signature pour la fameuse usine à Ben Slimane, l'usine pour fabriquer les vaccins. À partir de là, le Maroc peut devenir un hub de santé dans notre continent. Il y a eu aussi cet hôpital qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi, l'hôpital Araba Ibn Sina, magnifique, énorme, sur tous les plans, sur le plan technologique, expertise, qui va être un hub médical pour toute la région, pour le continent. Et aujourd'hui, je pense que les jalons principaux qu'il va falloir mettre en place, c'est surtout la recherche, l'innovation, parce que, comme je le dis encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Quand on sait qu'il y a 5% de brevets en Afrique, il va falloir qu'on s'y mette. Et on a la possibilité, on a la diaspora à l'étranger qu'il va falloir aller chercher pour venir donner à leur pays, avec l'attractivité qu'il faut mettre en place. Sur le continent africain, alors c'est vrai qu'il y a cette compétition un peu entre le Maroc et l'Afrique du Sud, pas uniquement, mais notamment sur cette grande usine de vaccins. Je crois que la production a même démarré en Afrique du Sud, mais le Maroc a de grandes ambitions. Sur le volet renforcement de la diplomatie sanitaire marocaine, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que c'est le partage des données dans le secteur privé comme public? C'est un ensemble. C'est un ensemble entre la data, effectivement. Quand on a la data entre les mains, eh ben on sait où aller et comment mettre en place les stratégies. Ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a très peu de data, même communiquées par les autorités publiques, qui permettent peut-être à des privés d'innover, de savoir où on va, quelles maladies corriger à l'avenir. D'abord, c'est un esprit. C'est un esprit à mettre en place pour communiquer sur ces chiffres. Après, c'est un esprit, mais après, c'est des moyens aussi. Alors, quand on veut, on peut. Vous avez parlé de la data, mais il y a aussi le partenariat public-privé. Ce qui manque d'un côté, on peut mettre ces fameuses passerelles fluides pour pouvoir aller de l'avant et pour l'intérêt du malade. À côté de la data, à côté du partenariat public-privé, il y a cette fameuse politique de prévention. On imagine que mettre des moyens pour la prévention, qui en général sont très réduits. Bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Le coût peut passer pour certaines pathologies, la cancérologie dont je m'occupe, peut passer à des fois 10 000 fois plus. Quel que soit l'investissement, on est gagnant. Cette prévention qui doit se faire sur tous les milieux, à tous les âges, et de manière continue, de manière intersectorielle. Il faut qu'on arrête d'avoir la politique de la maladie, mais avoir la politique de la santé dans sa globalité. Et donc, prévenir, on va économiser jusqu'à 40% des maladies, donc 40% des dépenses.
La santé, c'est un concept global. Et quand on aura cette vision globale, on diminuera obligatoirement les maladies et on gagnera en fin de compte. Merci Raja Arzadi, je rappelle que vous êtes professeure, chirurgienne, membre de la commission sur le nouveau modèle de développement. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.